Mes chers collègues, nous reprenons aujourd'hui les auditions de notre commission d'enquête sur l'impact économique et financier de la pollution de l'air. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu en sera donc publié avec le rapport. J'attire l'attention du public sur le fait qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui viendrait à troubler les débats, par exemple en donnant des signes ou des marques d'approbation ou d'improbation, sera exclue. Cette audition, oui, fait l'objet d'une captation audiovisuelle. Elle sera diffusée sur le site internet du Sénat. J'en viens à notre réunion en vous remerciant pour la démonstration in situ. Et nous allons donc commencer l'audition de M. Thierry Sueur, directeur des affaires européennes et internationales du groupe et conseiller spécial du président, de Mme Aliette Quin, directeur de la stratégie de la réglementation des affaires extérieures, et de M. Paul-Édouard Niel, on prononce comme ça ? Niel, voilà. Responsable des affaires publiques, direction des affaires européennes et internationales, tout le monde pour le groupe Air Liquide. Je vais enfin et maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de bien vouloir prêter serment, en rappelant pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, dont je vous fais grâce de la lecture. Monsieur Thierry Sueur, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Madame Aliette Quin, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Enfin, Monsieur Paul-Édouard Niel, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vous propose de vous donner la parole. Nous aurons maintenant une grosse demi-heure. On va essayer de ne pas trop déborder, donc je serai très bref. Et ensuite, ma collègue, la rapporteure, Madame Leïla Aïchi, débutera le jeu des questions et on aura des échanges, éventuellement complétés par des collègues qui pourraient nous rejoindre. Je vous remercie et vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, pardon, Madame la rapporteure, je vous dois des excuses et des remerciements. Des excuses d'abord celles de mon président qui malheureusement était indisponible à cette date et qu'il regrette parce que le sujet notamment de l'hydrogène dont Aliette Quin va vous parler tout à l'heure est un sujet qui lui tient à cœur, qu'il porte depuis longtemps et je crois qu'il aurait souhaité pouvoir l'exprimer devant vous. Donc je vous prie d'accepter ces excuses. Des remerciements parce que on est toujours content de parler d'Air Liquide, qui est une société dont souvent le nom est connu, mais ce qu'elle fait un peu moins. Donc on voudrait vous expliquer en quelques mots. Je propose de prendre quelques minutes. Et puis après, je donnerai la parole à Aliette Quin qui va vous parler vraiment des technologies qui concernent le cœur du sujet que vous traitez aujourd'hui, la pollution et toutes les technologies que nous développons, que nous proposons au public pour justement remédier à cet état de fait. Alors, en quelques mots, Air Liquide, société française créée en 1902 par deux ingénieurs, deux entrepreneurs, qui ont l'idée qu'on doit pouvoir séparer les constituants de l'air et en faire quelque chose. Avec l'aide d'un certain nombre d'amis, ils créent cette société qui va prospérer, qui va s'étendre sur le plan technologique et aussi sur le plan géographique. Sur le plan technologique, parce qu'il ne suffit pas de produire de l'oxygène, encore faut-il trouver des applications pour le vendre, sinon ça ne sert à rien. Deuxièmement, extension géographique. Extension géographique, pour vous donner quelques idées, Air Liquide est probablement une des sociétés le plus internationalisées en France et depuis le plus tôt. 1902 en France, 1905, je crois que c'est Belgique et Canada, 1907 le Japon, où nous sommes aujourd'hui le deuxième acteur sur le marché avec environ 2000 personnes, 1912 Chine et ainsi de suite. Nous sommes aujourd'hui présents dans 80 pays, en précisant que, compte tenu du métier d'Air Liquide, qui est de produire des gaz, nous sommes un métier local. On produit localement, on vend localement, parce que les gaz ne s'exportent pas. Vous imaginez, quand vous avez une bonbonne de gaz, vous devez avoir le poids de la bonbonne qui est 40 kg pour 5 ou 6 kg de gaz. Ça ne vaut pas la peine, il faut mieux remettre une usine quelques kilomètres plus loin et produire sur place. Aujourd'hui, Air Liquide représente 50 000 personnes dans le monde, dont 11 500 en France. Nos produits de base sont très simples. D'abord les gaz de l'air, l'oxygène, l'azote et l'argon. L'air, c'est 78% d'azote, 21% d'oxygène et 0,9% d'argon. Le reste, ce sont du CO2, de l'hélium et des choses de ce genre.
Alors nos gaz, à qui servent-ils? Je crois qu'on peut répondre à tout le monde. On ne peut pas faire d'acier sans oxygène. Aujourd'hui, tous les fours de verre, pour des questions environnementales, sont alimentés à l'oxygène, non plus à l'air. Quand on alimente à l'air, on fait du NOx qui pollue. Quand on alimente à l'oxygène, on ne produit pas de NOx. Donc pour des questions environnementales, nous vendons de plus en plus d'oxygène. Le raffinage en particulier, et ça touchera tout à l'heure le sujet de l'hydrogène, depuis que la réglementation impose de désulfurer les essences, nous vendons de l'hydrogène, puisque c'est grâce à l'hydrogène qu'on retire le soufre des essences. Donc, raffinage, grand client. Mais également l'électronique. On ne peut pas faire de semi-conducteurs sans nos gaz, que ce soit pour inerter les fabrications ou alors pour des gaz spéciaux qui permettent de fabriquer les photovoltaïques, on est numéro 1 mondial, les LED, tous ces produits-là ne peuvent être fabriqués sans des gaz d'air liquide. D'autres domaines encore, plus surprenants, l'alimentaire. Vous achetez souvent des salades sous sachet qui se gardent plus longtemps parce que nous avons mis des atmosphères spéciales. Vous achetez des aliments congelés qui ont été congelés avec nos gaz, notamment de l'azote à très basse température, qui permettent de congeler plus rapidement et de préserver une qualité alimentaire. Tout ce qui est combustion, tout ce qui est congélation, je l'ai dit, donc nos clients représentent en fait l'ensemble de l'industrie. D'ailleurs, nous sommes un bon indicateur de la santé de l'industrie. Et puis, je ne dirais pas plus récemment, parce que c'était aussi dès l'origine, la santé. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, il faut de l'oxygène. Vous allez tous voir, malheureusement, des bonbonnes de gaz air liquide, soit chez les pompiers, soit au pied du lit du patient, en cas d'opération. Nous vendons aussi de l'air reconstitué. Nous avons géré un certain nombre de fluides des hôpitaux. Et puis, nous avons acquis une compétence via des rachats de sociétés qui fabriquent des produits de désinfection. Donc, nous traitons contre les maladies nosocomiales. Nous offrons un certain nombre de services aux hôpitaux. Et puis, nous avions besoin de vendre de l'oxygène aux insuffisants respiratoires qui sont chez eux. Des grands asthmatiques, des grands fumeurs qui ont beaucoup de mal à sortir de chez eux. Nous leur fournissions de l'oxygène chez eux, soit l'oxygène liquide qu'on a porté, soit des bouteilles de gaz, soit des systèmes qui leur permettent éventuellement, si leur santé le permet, de se promener dans la rue avec un système qui va leur donner de l'oxygène. Et comme nous étions chez le patient, on a développé un certain nombre d'autres services, par exemple sur l'apnée du sommeil. Vous savez que l'apnée du sommeil est responsable d'un nombre de morts important. Vous ne vous en rendez pas compte, mais pendant la nuit, vous avez des arrêts respiratoires. Le cerveau s'oxygène mal, et puis, quelque temps plus tard, au volant de votre voiture, vous allez vous endormir brutalement. S'endormir à 120 km/h pendant 30 secondes, c'est la mort assurée. Donc, nous fournissons un certain nombre de masques et de technologies qui permettent aux gens victimes d'apnée du sommeil de respirer pendant leur sommeil. Puis, on a développé ces services. Nous avons racheté un certain nombre de sociétés qui fait de nous aujourd'hui un des leaders dans le monde de la santé à domicile. Donc on est passé au traitement du diabète et puis on est en train de travailler sur d'autres services qu'on va offrir aux gens, y compris d'ailleurs associés aux techniques digitales qui permettront notamment à la sécurité sociale de vérifier l'observance, de savoir si les gens prennent bien les traitements qu'ils sont supposés avoir. Donc voilà l'ensemble des services qu'on développe et des produits qu'on développe sur l'ensemble de la planète. Quelques activités moindres, comme le soudage, qui correspond à l'origine, votre plombier qui a besoin de nos gaz pour souder votre robinet, activité de plongée sous-marine, ou comme pour les gaz de l'air, nous sommes leader mondial, qu'on a créé avec le commandant Cousteau dans les années 1945, et puis aussi l'activité spatiale, puisqu'on est un des constructeurs d'Ariane. Le grand réservoir d'Ariane est construit par Air Liquide en joint venture avec EADS, enfin Airbus maintenant, au Muro. Voilà grosso modo nos activités. 8 secteurs que nous avons développés pour servir nos clients. Tout d'abord, ce qu'on appelle la grande industrie. La grande industrie, ce sont des clients qui ont besoin de grandes quantités de gaz. Un raffineur, un chimiste, un aciériste. Pour eux, nous construisons des usines que nous relions souvent par des réseaux de pipeline. On a un réseau de pipeline de 6 ou 7 000 km dans le monde, d'oxygène, d'azote ou d'hydrogène.
dans la baie du Texas et de la Louisiane, dans tout le nord de l'Europe, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, France, également au Japon, en Italie, au Canada, qui permet de relier un certain nombre d'usines et de fournir de très grandes quantités de gaz. Deuxième sorte de clients, ce qu'on appelle l'industriel marchand, des gens qui achètent des quantités de gaz moins importantes, qu'on vend soit sous forme de cylinders, de bouteilles de gaz que vous voyez sur les routes, ou alors du gaz sous forme liquide qui est stocké dans des réservoirs isothermes qui permettent aux utilisateurs d'utiliser les produits. L'activité électronique, j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons des grands clients comme ST Microelectronics en Europe, Texas Instruments, Toshiba ou d'autres. Et enfin, la santé, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est probablement un des secteurs qui se développe le plus. Notre métier repose beaucoup sur la technologie. Technologie que nous développons nous-mêmes et que nous fabriquons nous-mêmes. Tout d'abord, des centres de recherche. Le principal centre de recherche est en France, aux loges de Josas. La partie de la recherche que nous faisons en France est de l'ordre de 70%, mais nous avons des centres de recherche à Francfort, nous en avons en Allemagne, dans le New Jersey, nous en avons à Tsukuba au Japon, et bientôt, on va en ouvrir un à Shanghai. Et puis, les centres d'ingénierie, puisque les usines qui fabriquent nos gaz, nous les faisons nous-mêmes. Le principal centre de création est à Champigny, dans l'est de Paris, mais nous avons des centres de construction à Hangzhou, en Chine, nous en avons à Houston, au Texas, nous en avons dans les Émirats arabes unis, nous en avons en Allemagne. Voilà, grosso modo, l'organisation d'Air Liquide. Au point de vue corporate governance, notre société n'a pas d'actionnaire de référence et à ma connaissance, on n'en a jamais eu. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un actionnaire d'Air Liquide qui ait plus de 1% du capital. Celui qui a dû avoir le plus dans ce passé, c'est la Caisse des dépôts qui devait avoir 2 ou 3 ou 4%, mais jamais plus. Et caractéristique unique en France et assez unique en Europe, nous avons un actionnariat individuel extrêmement important, puisque 38-40% du capital est détenu par les actionnaires individuels. Ça représente 400 000 personnes, à 99% français, qui ont un portefeuille d'actions qui n'est pas gigantesque, ça fait 50 à 60 actions par personne, mais qui donne une grande stabilité et surtout qui nous permet, et ça c'est le leitmotiv de notre société, être une société tournée vers le long terme. Tout ce qu'on fait depuis l'origine est tourné vers le long terme. On investit beaucoup d'argent, on investit à peu près 2 milliards d'euros par an, mais pour faire ça, on construit des usines, on a des contrats à long terme avec nos clients. Tout ce qu'on fait marche pour le long terme. On s'inscrit toujours dans la durée. Conseil d'administration, nous avons 12 administrateurs, 9 administrateurs indépendants, 9 administrateurs indépendants, un administrateur salarié et 2 autres administrateurs. Dans les administrateurs indépendants, 6 hommes et 5 femmes. Voilà grosso modo la structure d'Air Liquide et en quelques mots ce que je vais vous décrire. Maintenant, on va vous écrire ce qu'on fait et notamment sur le plan environnemental. Aliette, à moins que vous ayez des questions ou plus tard. Alors, on vous propose de poursuivre, parce que si on veut pouvoir échanger un peu. Ouais, je vais essayer d'aller vite, merci beaucoup. Donc moi, je fais partie de l'entité du groupe Air Liquide qui s'occupe du déploiement des nouveaux marchés de croissance. Donc, comme Monsieur Le Sueur vous le précisait, nous investissons sur la durée. Donc, aujourd'hui, le groupe Air Liquide investit donc dans le domaine de la mobilité propre, qui nous occupe aujourd'hui, principalement dans 3 grandes solutions que je vais essayer de vous exposer brièvement. 3 grandes solutions qui doivent nous permettre, selon nous, de diversifier le mix énergétique et nous diriger vers une mobilité propre plutôt gazeuse. Donc tout d'abord, nous avons le biométhane, que ce soit sous forme comprimée ou liquide. Les solutions qu'on appelle Bluease, qui sont des solutions cryogéniques pour le transport réfrigéré, et l'énergie hydrogène appliquée à la mobilité, dont le véhicule que vous avez vu dehors dans la cour est le meilleur exemple. Donc on cherche à promouvoir leur déploiement donc dans les pays qu'ils souhaitent, sachant que le déploiement de ces technologies se heurte à un certain nombre de difficultés, sachant que ce sont des technologies qui sont des technologies de substitution. Donc, en tant qu'énergie alternative, il y a un certain nombre
conditions de marché qui ne sont pas toujours en place, et donc il faut mettre en place. Et pour les mettre en place, nous avons besoin de l'aide des autorités publiques. Et donc nous prenons pour chacune de ces technologies un certain nombre de réformes administratives, fiscales, pour les déployer, mais également nous prenons des projets de partenariat public-privé. Donc je vais essayer de vous parler assez brièvement du biométhane. Vous savez que la biomasse permet de produire un biogaz par méthanation que vous pouvez soit utiliser dans des applications thermiques qui sont relativement bien connues, ou vous pouvez l'épurer, et une fois épuré, soit vous l'injectez dans le réseau, soit vous l'utilisez dans la mobilité gaz naturel. L'un étant compatible avec l'autre, bien sûr. Aujourd'hui, Air Liquide est le leader mondial des technologies de purification de biogaz, avec 36 unités dans le monde en opération, qui traitent de 50 à 20 000 mètres cubes heure de biogaz. On maîtrise, et ça c'est vrai pour tous les gaz dont je vais vous parler aujourd'hui, les procédés de fabrication, de distribution de ces gaz qui nécessitent un certain nombre de compétences techniques en termes de séparation, d'analyse, de contrôle de la pureté, de transport et de conditionnement. Soit nous les comprimons, soit nous les liquéfions. Donc nous nous positionnons en matière de biométhane et sur le biométhane comprimé, donc le CNG et le LNG. En France, nous avons 5 unités de purification aujourd'hui. Nous pouvons dire qu'on a un rythme de développement de projets qui n'est pas celui qu'on souhaiterait, pour des raisons qui sont liées à une faible rentabilité de ces projets, qui sont souvent trop morcelés avec des difficultés de financement bancaire. Donc on a des difficultés à produire la molécule elle-même. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que nous avons également des difficultés à développer le marché aval de l'utilisation de cette molécule, donc la mobilité gaz naturel. Donc sans marché de masse aval, nous avons des difficultés à valoriser la molécule, donc toute la chaîne de valeur est difficilement rentable. C'est vrai pour le biométhane, c'est vrai pour l'hydrogène également. Ce qui nous paraît dommageable dans la mesure où cette mobilité gaz naturel a des avantages qui nous paraissent intrinsèquement valorisables, avec une réduction du bruit de 50%, des NOx de moins 80%, des émissions de particules réduites de 95% et du CO2 de l'ordre de soit de 20% à 90-95% si vous prenez bien sûr du biométhane et non pas du gaz naturel fossile. Donc, ce qu'on remarque, c'est que pour développer la mobilité gaz naturel, il faut une vraie volonté politique. On s'en est rendu compte parce qu'on est également présent en Suède. En Suède, nous avons investi dans un acteur qui s'appelle Fordon Gas, qui est le leader du marché de la distribution de biométhane pour le marché du transport, avec 42 stations publiques. 7 dépôts de bus, 2 stations de biométhane liquéfié, donc un acteur important, et un développement rapide du marché du LNG pour le transport longue distance. Ce pays a mis en place des incitants extrêmement forts pour le développement du biométhane, et non pas seulement du gaz nat, de la mobilité gaz nat, avec des mécanismes d'incitation multiples, avec réduction de taxes pour les particuliers, des quotas de véhicules propres dans les flottes publiques, des subventions aux investissements dans les stations, et tout ça a porté ses fruits. Le cas est également similaire en Italie. On a vu un développement rapide de la mobilité gaz nat, et ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'en France, il faut aller dans le même sens. On a un contexte qui est favorable, on a une loi sur la transition énergétique qui va dans le bon sens, on a des discussions dans le cadre des ateliers de programmation pluriannuelle de l'énergie qui vont dans le bon sens, une stratégie bas carbone que nous espérons se mettre en place rapidement, un décret véhicule propre que nous espérons aller dans le bon sens également. Donc voilà, on soutient toutes ces démarches, et on espère également que les autorités publiques françaises se réfèrent également à d'autres cas européens qui ont montré le succès de leur démarche pour déployer ces technologies-là. La deuxième technologie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une technologie qui est beaucoup moins
connue, mais qui nous paraît extrêmement prometteuse comme solution pour dépolluer les transports. Notamment pour les transports de marchandises réfrigérées, et qui est le complément pour nous au transport en gaz naturel. C'est une solution de froid indirect à l'azote liquide, complète et intégrée pour les porteurs et semi-remorques. Donc pour le segment de la livraison urbaine. Donc, c'est une technologie qui est extrêmement intéressante, puisque faut savoir qu'aujourd'hui, avec les moteurs Euro 6, les semi-remorques et les gros porteurs en livraison urbaine ne polluent pas par le moteur. Ils polluent par le froid mécanique qui produit le froid par diesel. Et avec nous, donc on a un certain nombre de partenaires comme Steph ou Casino. Donc nous avons fait des études. Nous sommes d'ailleurs en phase avec l'ADEME pour certifier les résultats de ces études, et nous montrons que grâce à un froid azote cryogénique, à l'azote liquide, nous permettons de réduire de 50% le monoxyde de carbone, de 50 à 65% les HC et les NOx, et surtout 95% de particules en moins. Puisque les froids mécaniques ne sont pas soumis aux mêmes normes que les moteurs. On est de l'ordre de l'Euro 1 sur les froids mécaniques. Donc vous voyez le retard. En cycle urbain, donc un porteur Euro 6 diesel avec un groupe frigorifique autonome diesel émet autant de particules que 17 à 20 porteurs Euro 6 qui sont équipés avec notre technologie Blueise. Et on passe à 40 en surgelé. Vous voyez un peu les perspectives pour la réduction de polluants grâce à cette technologie. Aujourd'hui, cette technologie est déployée très faiblement encore en France. On a quand même 8 stations opérationnelles, la majorité en Rhône-Alpes. On a 700 camions frigorifiques qui tournent, mais en Europe. En France, c'est moins. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je vous l'enverrai. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a très peu d'aide pour les transporteurs pour transformer leur flotte en flotte plus propre. Nous sommes sur des professions qui ont des difficultés avec des marges extrêmement réduites. Donc le TCO de leur solution doit être à ISO TCO, ce qui n'est pas le cas avec les technologies alternatives, qui sont toujours un peu plus chères, même si on arrive à valoriser ces technologies. Donc on a besoin de plus d'incitants, des solutions qui permettent de mieux valoriser cette technologie, que ce soit dans l'extension des plages de livraison ou des aides à des besoins d'emplacement, des subventions de stations azote, ou des aides aux transporteurs en achat de groupes frigorifiques ou ce genre de choses. Donc voilà, la troisième, et je m'arrêterai là, on en a parlé déjà à l'extérieur, l'hydrogène énergie. Donc on est bien sûr leader dans ce domaine. Aujourd'hui, on produit plus de 12 milliards de mètres cubes d'hydrogène par an dans le monde, mais pour l'industrie essentiellement. L'énergie hydrogène a un volume beaucoup plus réduit de notre utilisation. Notre production. On a 200 piles à combustible qui sont déployées dans le monde, 12 000 heures de fonctionnement pour une pile. Donc c'est une technologie qui est fiable, qui est mature, qui est déjà bien éprouvée. Et on alimente également des plateformes logistiques de chariots élévateurs électriques à hydrogène en France, type Ikea, Saint-Quentin-Fallavier, ou FM Logistique, ou Prélodis, près d'Orléans, qui s'équipent de ces chariots élévateurs hydrogène qui montrent une rentabilité assez rapidement grâce à des avantages par rapport aux chariots électriques à batterie simple. L'avantage, et je vais m'attarder sur les avantages de l'hydrogène énergie, c'est un vecteur énergétique qui est extrêmement flexible, puisque vous pouvez le produire à partir de nombreuses sources d'énergie.
que ce soit le gaz naturel, alors fossile, mais également le biométhane, hein, dont je vous ai parlé. C'est également pour la raison pour laquelle on investit aujourd'hui beaucoup dans le biométhane, pour produire de l'hydrogène décarboné ou renouvelable. Mais également, vous pouvez le produire à partir d'électrolyse de l'eau, et ça de façon complètement propre, si vous utilisez de l'électricité propre, renouvelable, éolien ou solaire. Donc c'est extrêmement flexible. Vous pouvez stocker, à la différence de l'électricité, vous pouvez stocker l'hydrogène dans différents types de compartiments ou des réservoirs, des cavités souterraines. Donc vous pouvez le stocker en différents volumes et surtout des plages de durée qui sont très longues. Cet hydrogène est également intéressant parce que vous allez pouvoir l'utiliser dans de nombreuses applications. Donc j'en ai cité, ça peut servir également pour les bâtiments, ça peut servir dans la logistique, ça sert dans la mobilité. Et encore une fois, et de la même façon que pour le biométhane, vous avez besoin d'un marché aval important pour valoriser votre molécule. Et ce marché aval reste le marché de la mobilité aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que c'est une mobilité électrique. Hein. Donc ça a toujours, on en a parlé tout à l'heure, ça a tous les avantages de la mobilité du véhicule à batterie, mais sans les inconvénients dans la mesure où vous pouvez remplir votre véhicule en 5 minutes et avec une plage d'autonomie, une autonomie importante. Pardon, je peux vous demander de... 60, oui, très rapidement. Voilà. On est à 60, Air Liquide à 60 stations d'hydrogène dans le monde, sur 200 présentes. Nous avons investi au Danemark un réseau de 5 stations. Alors, c'est un petit pays, donc 5 stations, ça couvre déjà le territoire. Nous investissons également en Allemagne, puisque le gouvernement a lancé un partenariat public-privé très important, avec 50% de subventions accordées aux 50 premières stations sur le territoire, avec d'ici à 2016 10 stations qui sont construites par Air Liquide, un objectif de 500 stations en 2030. Nous avons fait aussi une joint venture au Japon avec Toyota Tsusho pour construire un certain nombre de stations. Il y en a déjà 2 qui sont en construction, à Nagoya et Toyota, et un partenariat aux US avec 12 stations à construire sur la côte Est. Donc voilà, je m'arrêterai là, je vais répondre à vos questions. Voilà, merci. Madame la rapporteure. Merci de votre exposé et merci effectivement pour le petit tour dans la cour intérieure du Sénat pour les performances du véhicule. J'aurais 3 questions à vous poser. La première question, évidemment, puisque le sujet de notre commission d'enquête est le coût économique et financier de la pollution de l'air. Est-ce que vous avez pu mesurer d'abord l'impact de vos activités sur la pollution de l'air ? La seconde question a trait précisément à quelles sont précisément les offres d'Air Liquide en matière de carburants non polluants et quel est le chiffre d'affaires justement de cette activité par rapport à votre groupe, puisqu'il s'agit, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pas simplement de faire la démonstration d'une aberration sanitaire, économique et financière, mais également de voir dans quelle mesure ce peut être aussi une opportunité économique. Merci. Oui. Alors, nous publions, bien sûr, comme toute société, un rapport de développement durable qui montre qu'en fait, la seule pollution réelle, je vous donnerai les chiffres qui montreraient que les autres sont faibles, c'est le CO2. Alors, en émissions indirectes sur les gaz de l'air, il faut savoir que notre métier est un métier très électro-intensif. Pour séparer l'oxygène, l'azote et l'argon de l'air, hors investissement, le coût de production, par exemple d'oxygène, 70% c'est l'électricité. Ce qui fait d'Air Liquide une société très électro-intensive. Pour vous donner une idée, nous avons un chiffre d'affaires de 15 milliards. Notre facture énergétique, moitié gaz pour l'hydrogène, et ça Aliette en parlera, moitié électricité pour les gaz de l'air, ça représente 3 milliards d'euros. Donc c'est assez important. Donc, première partie, la pollution indirecte par l'utilisation de l'électricité que nous faisons, et bien entendu, et ça c'est vrai depuis l'origine des temps, nous sommes tellement électro-intensifs que la plupart de nos efforts
porte sur l'efficacité. Comment être plus efficace dans la production de l'air? Alors, on en est au stade où on grappille tous les ans 1,5% ou 1%, mais ça représente quand même chose d'important. Le deuxième facteur, c'est l'hydrogène. Quand on produit de l'hydrogène, par ce qu'on appelle le réformage du gaz naturel, on produit également du CO2. Et ça va représenter la moitié. Grosso modo, on fait à peu près 22 millions de tonnes de CO2. La moitié, c'est gaz de l'air, la moitié, c'est hydrogène. Alors pour ça, on travaille dessus. D'abord, on augmente l'efficacité tous les ans. Et là, comme la technologie est plus récente que celle des gaz de l'air, on arrive à grappiller des pourcentages plus importants tous les ans, ce que montrent nos chiffres, et ça, on vous les donnera. La deuxième, c'est qu'on travaille sur la captation du CO2, d'une partie du CO2, et sa réutilisation. Alors, deux exemples. Un, du côté du Havre, nous avons une usine de production d'hydrogène pour ExxonMobil. Nous venons de mettre en place ce qui s'appelle le CryoCap, qu'on devrait faire inaugurer par le président de la République en novembre, qui est une technologie qui nous permet de capter le CO2, de le purifier et de le réutiliser dans toutes les applications qu'on a aujourd'hui, qui sont les boissons gazeuses ou les choses de ce genre. Donc on arrive, si vous voulez, à introduire une économie semi-circulaire qui permet de réutiliser le CO2 qu'on a émis. On vient d'annoncer, c'était pas du fait ce matin, j'ai vu qu'on a un projet en Australie qu'on vient d'annoncer pour une société qui produit de l'électricité et qui voulait diminuer ses émissions de CO2. On vient de lui fabriquer quelque chose de ce genre qui nous permettra de concentrer le CO2, de le récupérer et de le réutiliser. Donc réduisant, si vous voulez, globalement les émissions de CO2. Donc ça, c'est notre travail sur ce sujet. Moins important, c'est les émissions de CO2 par le transport. Et ça, puisqu'on a beaucoup de camions qui font des milliers de kilomètres sur les routes pour délivrer. Ça, on a beaucoup travaillé dans le domaine du digital qui permet d'optimiser les livraisons, de mieux savoir. Et là, on arrive à aussi réduire considérablement. Donc, c'est un objectif important, pas forcément facile, mais c'est un objectif important de nos sociétés. Sur les autres émissions, et là encore, vous verrez les chiffres, que ce soit les NOx, c'est 3200 tonnes, c'est par rapport à toute société dans ce domaine tout à fait ridicule. SOx, moins de 250. Composés volatiles, 110. Matière oxydale dans l'eau, moins de 1000. Matière en suspension dans l'eau, moins de 1500 tonnes. Donc, c'est extrêmement réduit. Notre focalisation, c'est le CO2. Peut-être un point effectivement pour revenir sur votre question sur l'offre carburant et du coup je rebondirai sur ce que vient de dire M. Tueur. Donc, pour Air Liquide, les carburants que nous offrons sur le marché, que nous distribuons, sont ceux que j'ai cités. Donc, l'hydrogène, nous distribuons à travers 60 stations de distribution de l'hydrogène en tant que carburant, du biométhane, donc, et CNG, LNG, et Blueise, donc l'azote en tant que solution cryogénique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme carburant, mais on en livre également en tant que carburant à certains clients. Donc on a pour chacun de ces carburants également mesuré l'impact polluant. Donc je vous ai cité un certain nombre de chiffres. On ne l'a pas fait seulement de notre côté. Notamment sur l'hydrogène et les gaz naturels, vous avez des études qui sont faites au niveau européen par des consortia très importants qui sont l'étude GIEC. Pardon de vous interrompre, quand vous dites des mesures, oui. La question de ma collègue était quand même plus précise. C'est globalement, nous on essaie d'approcher le plus possible le coût économique et financier. Donc vous avez soit un avantage comparatif qui est économique, et de l'exposé, j'ai compris qu'il y avait quelques difficultés. Soit vous renversez, je dirais, la charge de la preuve par la plus-value que j'appellerais écologique et environnementale. Donc, est-ce que c'est dans des avantages clairement de compétition par rapport à des concurrents? Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments précis qui
peuvent nous être communiquées. Oui, tout à fait. Alors, peut-être, vu le temps qui nous reste, on vous enverra tout ça par email. Mais effectivement, ça dépend des carburants. Mais ce qui est clair, c'est que sur l'hydrogène énergie, aujourd'hui, nous n'avons pas d'avantage compétitif sur le véhicule individuel. J'insiste. Par contre, vous avez des avantages environnementaux, écologiques qui sont extrêmement forts. Et surtout, sur le long terme, si vous voulez décarboner les transports à horizon 2030-2050, vous n'avez pas d'autre choix. Surtout que l'hydrogène va vous permettre également d'intégrer dans le mix énergétique les énergies renouvelables. Puisque c'est un moyen de stockage également. Donc vous avez toute une chaîne de valeur. Pour nous, le carburant gaz naturel est une première étape vers le carburant hydrogène énergie pour les véhicules individuels. Et surtout, le gaz naturel, et notamment le LNG, a un vrai intérêt sur tout ce qui est poids lourd, longue distance, voilà. Donc tout ça, effectivement, nous pourrons vous fournir des données, des mesures d'impact. Sur le chiffre d'affaires, nous pourrons vous les fournir également par voie écrite, puisque c'est des données que nous ne fournissons pas aujourd'hui, sachant que sur l'hydrogène énergie, il est très réduit, ce qui est normal. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché sur l'énergie hydrogène. Un point peut-être, si je peux me permettre. Oui. Un point qui a aidé, c'est également notre propre business model. Il faut savoir, si on se replonge 20, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, ou si on regarde aujourd'hui dans les pays en développement, par exemple, prenons le plus classique, le fabricant d'acier, il produisait lui-même son oxygène, avec une petite station, pas performante, et peu importe les émissions. Ce que nous avons créé, c'est le phénomène, premièrement, d'externalisation, disant aux gens, cette chose-là que vous faites mal, laissez-nous, on va le produire pour vous et vous vendre le système. Deuxième facteur, la mutualisation. Nous sommes capables, nous, de dire à 3 aciéristes qui sont là, ou à 3 chimistes, nous allons produire de l'oxygène pour vous, avec une installation de beaucoup plus grande taille, ce qui veut dire beaucoup plus performante sur le plan énergétique, et on va vous donner ce dont vous avez besoin. Ça, c'est un modèle qu'on a répandu sur la surface du globe, qu'on commence maintenant à mettre en œuvre en Chine et qui permet aux émissions globalement de la société de se réduire de façon considérable. Donc il y a aussi le business model qui permet d'appréhender cette problématique. Je vais vous poser une ou deux questions. Premièrement, toujours sur, est-ce que vous pourrez nous faire suivre, je dirais, un petit peu une modélisation simple de ce que vous avez parfois baptisé une forme d'économie circulaire, c'est-à-dire de quelle manière votre modèle est plus vertueux, notamment pour l'environnement que d'autres, puisque à défaut d'avoir une juste évaluation, nous on va essayer de trouver des solutions meilleures, notamment relativement à la pollution de l'air. Ça, c'est la première question. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infographie qui est faite. Je dirais donc, je vous fais confiance pour savoir mettre en valeur ces atouts. Deuxième question, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises dans vos propos respectifs. Vous nous dites on manque d'aide, etc. Alors moi, je pose 2 questions courtes. La première, c'est les aides, on entend une espèce d'appel à l'aide publique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner la question en essayant de faire une espèce d'accord avec de multiples partenaires du privé à proposer au public? Parce que quand vous demandez un accord de l'État, etc., ça veut dire derrière qu'il y a des avantages, et ces avantages, ils se traduisent en impôts. Ce qui est aujourd'hui, enfin en taxes diverses et multiples, ou en niche fiscale, ce qui est de toute façon, ce qui pèse lourd dans les finances publiques. Et enfin, sur vos programmes de recherche ou d'accompagnement, est-ce que actuellement les grands programmes d'investissement d'avenir intègrent une partie, en tous les cas, les travaux et le domaine qui est le vôtre? Alors, merci beaucoup. Sur les partenariats, vous avez tout à fait raison. Et c'est l'objet d'ailleurs. Alors, en Allemagne, c'est ce qui se passe. Nous sommes membres du consortium de mobilité. Plutôt hexagonal pour l'instant. Voilà, oui. Mais je cite souvent l'exemple allemand parce qu'il est quand même exemplaire.
En France, un consortium s'est également mis en place, qui s'appelle H2 Mobilité France, où un certain nombre d'acteurs de la filière hydrogène se sont réunis pour justement proposer un plan de déploiement à la France qui intègre les spécificités françaises, à savoir des constructeurs qui n'ont pas investi dans la technologie hydrogène, ni même dans la technologie gaz nat. Mais bon, là, restons sur l'hydrogène, où il y a un certain nombre d'acteurs comme des PME qui ont proposé des solutions qui sont un peu alternatives et qui développent un modèle autour de flotte captive, donc qui est un modèle extrêmement intéressant et qui, lui, est rentable et relativement rapidement. Donc ça, on pourra vous en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous vous demandiez est-ce que c'est soutenu par l'État. Oui, ce sont des projets qui sont en cours de discussion dans le cadre du plan Nouvelle France Industrie, puisque dans le cadre du nouvel plan stockage de l'énergie, il y a un volet hydrogène-énergie où une des actions est de voir comment on peut proposer un plan de déploiement de ces technologies basé sur ce que pourrait proposer le consortium H2 Mobilité France. Donc ça, les choses commencent à avancer et on s'en réjouit. Voilà, ça c'est sur l'hydrogène. Et sur le biométhane, là, les choses sont un peu plus compliquées. Ce qu'on manque, et là c'est moins chez nous que chez les transporteurs, c'est de l'aide aux transporteurs pour améliorer leur technologie existante et modifier le parc de véhicules existant, qui fait qu'effectivement les projets prennent un peu de temps. Voilà, donc la très courte question qui est plus une précision, vous nous avez bien dit que c'était les groupes froids des camions, globalement des transporteurs de marchandises, qui effectivement concouraient à une émission assez forte de polluants, ce qui n'est pas la même chose que les groupes froids des climatisations. Non, c'est différent. Oui, c'est différent. C'était bien lié à la motorisation. Oui, tout à fait. Parce que c'est effectivement par diesel et donc il y a énormément de particules en fait qui sont émises. Dans les éléments complémentaires, je vous remercierai aussi de nous faire un petit bilan parce que je vois que vous nous avez dit vous êtes une industrie très électro-intensive. Si électro-intensive, elle bénéficie aussi d'un soutien assez important sur le coût de l'énergie quelque part de l'État, parce qu'on l'a vu là récemment, si je me souviens bien, c'est un dispositif de la loi Macron, avec un coût de l'énergie pour garder de la compétitivité, notamment par rapport à nos partenaires d'outre-Rhin. Donc, si vous pouvez, voilà, parce que dans l'équilibre, si vous voulez, de ce que vous avez appelé à la fois des soutiens, mais des soutiens, comme il y en a déjà un certain nombre, il faut essayer de regarder les choses avec le plus d'objectivité possible. Tout à fait. Ce qu'on remarque dans ces technologies, finalement, c'est que le soutien, on en a besoin essentiellement sur l'infrastructure et la technologie. Les molécules sont... voilà. Le problème ne vient pas forcément dans le coût de la molécule, mais plutôt, bien sûr, des infrastructures et des technologies qui sont des technologies de substitution. Donc, on se retrouve dans une équation difficile du fait de la nécessité de substituer des technologies qui sont extrêmement rentables et depuis bien des années. Voilà, merci, on vous remercie. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, juste vous dire un mot parce que je crois que ça touche vraiment non seulement l'avenir de la société, mais ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est tout l'aspect numérique. Tout à l'heure, j'ai eu le tort de ne pas mentionner un des laboratoires qu'on a créé il y a quelques semaines, quelques mois, un an ou deux, qui s'appelle le iLab, qui est situé du côté de la Bastille, et qui est un laboratoire plutôt de disruption, tournant autour du digital et tournant autour des start-up. Il y a là des gens qui réfléchissent un petit peu à ce que peut être le futur d'Air Liquide. Et dans ce cadre, on a un programme qui s'appelle « Respirer dans la ville ». On a créé un incubateur de start-up avec Paris Région Lab. Et il y a 4 sociétés qui sont dedans, qui d'abord mesurent les questions de qualité de l'air, parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas la situation, qui offrent des solutions pour éventuellement apurer sans polluer, y compris des solutions digitales et végétales, qui ne sont pas dans notre domaine. Donc c'est un axe auquel on pense, parce qu'on pense que c'est de la disruption, probablement,
que vont venir les idées de demain. Donc je crois que c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance. Eh bien, Monsieur Sueur, ce sera le mot de la fin, mais on vous remercie de nous faire suivre là aussi avec un document, je dirais, plus informatif, parce que vous l'avez compris, à la fois on veut analyser, mais on veut surtout et aussi chercher des solutions, voilà, qui soient meilleures que celles dont on bénéficie ou au contraire qu'on recherche aujourd'hui. Très bien. Merci de nous avoir entendus. Mais, et écoutez, parce que vous entendre c'est une chose, vous écouter c'est encore mieux. Madame Quin, je vois que vous brûlez d'impatience de dire quelques mots. Non, mais c'est juste... on est en train de travailler avec CDC Climat dans la perspective... Ah, vous êtes dans tous les circuits, là. Oui, tout à fait. Dans la perspective de COP21, à un mécanisme de financement innovant, justement pour aider au financement des infrastructures. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse également? Ah, ben on est preneur. Oui. Vous avez vu que le Sénat travaille d'arrache-pied. Quelle que soit la météo, quelle que soit l'heure, du jour notamment. Voilà. Merci beaucoup.